Le 13 octobre 2025, le monde s'est figé. Le Burkina Faso annonce la construction du plus grand barrage hydroélectrique de son histoire. Un chantier de 500 millions de dollars mené avec la Russie sur le fleuve Black Volta. Ce projet téméraire oscille entre l'espoir d'indépendance énergétique et le risque écologique, promettant lumière et tension à la fois. Mais jusqu'où le président Ibrahim Traoré pourra-t-il porter cette ambition sans éveiller la colère du fleuve et de la nature? Sous le soleil du Sahel commence une bataille où l'électricité devient symbole de renaissance et d'audace. Derrière l'annonce, une promesse se précise: libérer le Burkina Faso de la dépendance énergétique et transformer un fleuve en levier national. Le barrage prévu sur le Black Volta, financé à 500 millions de dollars, doit apporter de l'électricité fiable à 2,5 millions d'habitants, des villes aux villages oubliés. Le projet inclut des lignes de transport, des réseaux de distribution et des programmes communautaires afin que l'énergie atteigne écoles, hôpitaux et ateliers. Il s'agit d'un pari sur la souveraineté articulant ingénierie, écologie et retombées sociales mesurables. Partenariats et turbines russes apportent expertise. Gouvernance et transparence devront suivre. Des inquiétudes persistantes. Impact sur les écosystèmes, déplacement, gestion saisonnière de l'eau, arbitrages régionaux. Chaque kilowatt promis sera jugé à l'aune de la compensation, de la protection de la biodiversité et de la participation locale. Si la planification tient, le Burkina Faso gagnera lumière, emploi et capacité technique durable. Sinon, la facture écologique, sociale et diplomatique s'alourdira. Cette énergie peut-elle éclairer l'avenir sans assombrir la nature? Les panneaux solaires intégrés pourront accroître la capacité, consolidant l'équilibre production, irrigation et gestion locale. C'est l'épreuve décisive. À peine 3 jours après l'annonce du 13 octobre 2025, les premiers plans techniques du barrage du Black Volta ont révélé une surprise. La structure prévue couvrirait plus de 200 km², un réservoir presque 2 fois supérieur aux estimations initiales. Cette expansion, présentée par le gouvernement comme une optimisation énergétique, marque en réalité le point de bascule du projet. Derrière la mise en scène d'un chantier national se cache une équation complexe mêlant ambition, diplomatie et contraintes climatiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État burkinabé a choisi de financer 40% du projet avec ses propres fonds, le reste provenant d'un partenariat technique et industriel russe. Les ingénieurs de Moscou ont fourni turbines, modèles de flux et protocoles de résilience face aux crues saisonnières. Cette alliance atypique replace le Burkina Faso dans une cartographie géoéconomique nouvelle, un carrefour où l'Afrique de l'Ouest teste l'équilibre entre indépendance et interdépendance. Sur le terrain, les études géologiques s'enchaînent, les premières zones de relogement s'organisent et les formations techniques débutent pour des centaines d'ouvriers. Dans les villages de Bamfora et Bobo-Dioulasso, l'arrivée des équipes russes suscite curiosité et prudence. Promesse d'emploi pour les uns, inquiétude écologique pour les autres. Les économistes y voient un tournant stratégique. Si la capacité annoncée de 400 MW est atteinte, le pays réduira de moitié ses importations d'électricité régionale. Mais le défi dépasse la seule énergie. Le projet pourrait remodeler les équilibres agricoles du sud-ouest, redistribuer les ressources en eau et influencer les flux commerciaux vers le Ghana. Dans les couloirs diplomatiques d'Abuja et d'Accra, les discussions sur la régulation du fleuve se multiplient. Ainsi, ce qui n'était qu'un chantier devient un test de gouvernance régionale. Et derrière chaque turbine planifiée se joue une question silencieuse. Combien de stabilité politique un rêve d'indépendance peut-il soutenir? Au cœur du projet, un visage revient sans cesse, celui de Mariam Ouedraogo, ingénieure hydrologue formée à Ouagadougou, désormais responsable du suivi environnemental du barrage. Elle parcourt les rives du Black Volta, carnet en main, traduisant en chiffres les effets d'un rêve national. Son équipe mesure chaque variation du débit, chaque migration d'oiseaux, chaque signe de déséquilibre dans les sols. Sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, Mariam incarne la nouvelle génération de cadres burkinabais appelés à transformer la vision politique en savoir technique. Elle décrit le barrage non comme un symbole, mais comme une école à ciel ouvert. Nous apprenons à construire, mais aussi à réparer nos méthodes. Dans le village voisin de Banfora, un autre acteur, Adama Kaboré,
chef communautaire, supervise la relocalisation de 100 familles. Les compensations arrivant en matériel, terres agricoles, formation et accès garanti à l'électricité. Il voit dans cette transition une promesse à tenir, pas une faveur à recevoir. Les premiers impacts sont déjà visibles. Les chantiers ont créé des emplois stables, les routes d'accès ont doublé la circulation commerciale et les écoles bénéficient de générateurs provisoires. Cependant, la proximité du fleuve impose vigilance. La moindre erreur d'évacuation pourrait submerger des hectares de culture. Mariam le sait, chaque mesure compte, car la confiance publique se construit goutte après goutte. Dans cette phase initiale, le barrage devient miroir. Il reflète la capacité d'un peuple à unir technique, discipline et patience. Et surtout, à prouver qu'une promesse d'énergie peut devenir une leçon de maîtrise. Au lever du jour, le 20 novembre 2025, la première grue se dresse sur la rive du Black Volta. Le terrain, délimité depuis 3 semaines, devient le théâtre d'un ballet mécanique. Foreuses, camions de ciment, barges fluviales. Les ingénieurs russes et burkinabés opèrent côte à côte, unis par un calendrier d'une rigueur militaire. Le sol vibre, les turbines sont testées dans un hangar de fortune. Dans les villages, le son des marteaux résonne comme un écho d'avenir. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, le plan initial se décline en phases successives. Fondation, digue, conduite, câblage, distribution. À chaque étape, un comité mixte valide les rapports, preuve de transparence exigée par la présidence. Le premier jalon, l'élévation du mur principal, doit être atteint en 120 jours, une prouesse pour une nation encore en apprentissage industriel. En février 2026, la saison sèche atteint son apogée. Les températures dépassent 40 degrés. Les équipes travaillent de nuit pour préserver le béton. Les premiers doutes surgissent. Retard d'approvisionnement, fissures superficielles, tensions logistiques. Les médias locaux spéculent sur une suspension du chantier. Le gouvernement réagit vite. Communication quotidienne, visites filmées, publication des données environnementales. Ibrahim Traoré s'affiche sur le site, casque blanc sur la tête, promettant 0 jour perdu. Sa présence calme les esprits, galvanise les ouvriers, rétablit la confiance. Le lendemain, les travaux reprennent à plein régime. Plus de 3000 tonnes de matériaux coulés en 48 heures, record national. Mais chaque progrès révèle une onde, celle de la transformation sociale. Autour du chantier, des marchés secrets, des restaurants improvisés servent ouvriers et familles. Les artisans de Bobo Dioulasso livrent outils, câbles, menuiseries. Les jeunes formés aux techniques de levage acquièrent une qualification rare, la fierté d'un métier. Les villages, autrefois plongés dans l'obscurité, s'éclairent de générateurs temporaires. Le soir, la lumière des lampes se reflète sur l'eau. On dit que le fleuve respire. Cette effervescence n'est pas sans coût. Les premières tensions apparaissent entre communautés relogées. Partage de terres, promesses d'indemnisation, attentes non tenues. Le ministère de l'Énergie dépêche des médiateurs. Les ONG locales s'impliquent. Suivi écologique, formation à la gestion des déchets. Les ingénieurs notent déjà un impact positif. La turbidité de l'eau reste sous le seuil prévu, signe que les protocoles environnementaux fonctionnent. En mars, le projet franchit 35% d'avancement. Les images du barrage circulent sur les réseaux internationaux, symbole d'un tournant africain. À Paris comme à Accra, les experts saluent la méthode burkinabé, mélange d'audace et de pragmatisme. Pour Ibrahim Traoré, ce chantier dépasse le béton. Il incarne une démonstration de souveraineté. Il déclare à la télévision nationale « Chaque goutte de ce fleuve raconte la patience d'un peuple ». Dans le grondement des machines, on devine la portée historique. Le pays n'est plus simple observateur du progrès mondial, il en devient acteur. Et désormais, une question traverse chaque regard. Combien de nations rêvent encore de ce pouvoir tranquille, celui de maîtriser leur propre lumière ? Avant 2025, le Burkina Faso importait près de 47% de son électricité. Depuis la mise en service partielle du barrage du Black Volta, cette dépendance est tombée à 22%. Le différentiel libère des marges budgétaires, réduit l'exposition aux pannes régionales et clarifie la planification. Autrement dit, le pays passe d'un achat subi à une production pilotable, mesurée, progressive. La centrale livre actuellement 410 MW sur 550 prévus. Cette montée en puissance est volontaire, afin d'absorber l'apprentissage industriel sans rupture. 12 000 panneaux solaires flottants
complète le profil, lissant la fourniture lors des étiages saisonniers. En d'autres termes, la combinaison hydrosolaire réduit la variabilité horaire, stabilisant la tension moyenne distribuée. Cela entraîne que les villages isolés reçoivent une alimentation plus régulière pendant la saison sèche. Ainsi, la maintenance peut être planifiée, diminuant pannes tournantes et pertes techniques cumulées. Depuis le démarrage du chantier, 15 200 emplois ont été créés. 68% sont occupés par des travailleurs locaux, certifiés sur site. 3 000 jeunes ont obtenu des diplômes techniques en maintenance hydraulique et électricité industrielle. En d'autres termes, la filière forme une base qualifiée, internalisant des savoirs auparavant importés et fragiles. Cela entraîne que l'économie locale retient la valeur, circulant par salaire, consommation et ateliers spécialisés. Ainsi, la mobilité sociale s'accélère, transformant la qualification en capital professionnel transférable. Le réservoir d'environ 200 km² irrigue 30 000 hectares cultivés. Les rendements moyens sur 1000 sorgho et coton progressent d'environ 35%. Les exports saisonniers vers le Ghana et le Niger réapparaissent, soutenant des revenus ruraux. En d'autres termes, l'irrigation stabilise les cycles de croissance, amortissant les chocs pluviométriques récurrents. Cela entraîne que les producteurs investissent, améliorant semences, outillage et accès aux circuits commerciaux. Ainsi, les recettes communales augmentent, finançant écoles, pistes et dispensaires périphériques. Pour Ibrahim Traoré, chaque mégawatt rendu visible devant le Parlement vaut mandat. Les graphiques, publiés mensuellement, servent de boussole partagée entre ingénieurs et citoyens. Cette transparence, encore perfectible, réduit la rumeur et renforce l'acceptabilité du chantier. Les partenaires russes fournissent turbines, modèles hydrauliques et protocoles de résilience aux crues. Les agences nationales vérifiant instruments qui recoupent afin de préserver la souveraineté décisionnelle. La coordination régionale, notamment avec Accra et Abidjan, normalise le débit transfrontalier pendant l'étiage. 15% des foyers ruraux demeurent non connectés au réseau principal. Des groupes électrogènes temporisent, mais renchérissent l'énergie pour les plus modestes. Les corridors biologiques limitent l'impact. Cependant, les suivis faune-flore doivent durer. L'endettement reste gérable si les gains d'exportation couvrent la maintenance lourde. La formation continue conditionne la qualité. Sans elle, la courbe d'apprentissage s'érode. Les protocoles de sécurité inondation exigent des exercices publics réalistes, répétés et évalués. Les coûts unitaires baissent, améliorant l'accès. Un dialogue transfrontalier réduit friction et incertitude. Arbitrage plus clair. Ce tableau raconte une histoire prudente, documentée, mais résolument ascendante. Le Burkina Faso avance, preuve par les chiffres, vers une autonomie crédible. L'électricité ne se mesure plus uniquement en kilowatts, mais en confiance. Et cette confiance grandit lorsqu'un pays transforme des promesses en routines vérifiables. Deux visions s'affrontent autour du barrage du Black Volta. La première, soutenue par les institutions africaines et plusieurs économistes, affirme qu'il s'agit d'un modèle d'émancipation énergétique, un projet capable d'assurer la stabilité régionale tout en stimulant une économie verte. La seconde, défendue par des ONG environnementales et certains experts européens, voit dans cette ambition une bombe à retardement écologique et financière. Entre promesses d'autonomie et menaces de déséquilibre, la controverse révèle les fractures d'un continent en mutation. Les partisans du projet soulignent que le Burkina Faso a, pour la première fois, investi massivement dans un actif productif durable. Selon le ministère de l'Énergie, l'infrastructure génère déjà 410 MW et pourrait alimenter 2,5 millions de personnes d'ici 2027. Ils mettent en avant un effet d'entraînement économique. 15 000 emplois directs, plus de 3 000 jeunes formés et une réduction de moitié des importations électriques. À leurs yeux, Ibrahim Traoré a su transformer une dépendance structurelle en levier de souveraineté, prouvant qu'un État africain peut conduire un chantier majeur sans tutelle étrangère. Le barrage serait donc l'acte fondateur d'une gouvernance plus adulte et d'une croissance internalisée. Les critiques, eux, rappellent que le coût de 500 millions de dollars équivaut à près de 6% du PIB national. Ils redoutent une dette étalée sur 20 ans et une fragilité climatique. L'évaporation du réservoir, les migrations de faune, la sédimentation rapide. Certains
estime que la puissance installée restera sous 80% en période sèche, limitant la rentabilité. D'autres soulignent les risques géopolitiques liés à la présence technique russe et au contrôle transfrontalier des eaux. Pourtant, l'épreuve des faits nuance ces inquiétudes. Les audits trimestriels publiés en 2026 confirment une performance supérieure aux prévisions, des indicateurs écologiques stables et une transparence budgétaire inédite. Le partenariat russo-burkinabé reste encadré par des clauses de réversibilité garantissant la propriété nationale. Ibrahim Traoré a, jusqu'ici, équilibré ambition et prudence. Il ne vend pas un rêve, il mesure un progrès. Les chiffres parlent et les faits défendent mieux qu'un discours la thèse d'une Afrique capable de maîtriser son destin. La bascule est là. En juin 2026, la première turbine du barrage tourne à pleine capacité, 3 mois avant le calendrier officiel. L'événement, d'abord technique, devient politique. Il symbolise la première victoire concrète d'un pari jugé impossible. Les images circulent partout. Une eau disciplinée, un ciel clair, des ouvriers applaudissant. Ibrahim Traoré y apparaît brièvement, casque en main, saluant le travail collectif d'un peuple. Ce moment n'est pas seulement une inauguration, c'est une démonstration, celle d'un pays capable d'atteindre un jalon industriel sans dépendance extérieure directe. La révélation vient des chiffres publiés le lendemain. Le rendement de la turbine 1 dépasse de 7% les simulations russes. Les ingénieurs parlent d'un alignement idéal. Les observateurs, eux, évoquent un symbole géopolitique. À Accra et Abidjan, les ministères suivent le débit du Volta noir avec attention. Aucune variation alarmante n'est constatée. Pour la presse africaine, le Burkina Faso vient de franchir un seuil psychologique, celui où le doute cède la place à la maîtrise. Mais ce succès ouvre un nouveau chapitre. Désormais, le défi n'est plus de construire, mais de durer. Et dans ce mot « durer » se cache tout l'avenir du projet. 8 mois après l'inauguration officielle, le barrage du Black Volta alimente près de 75% du territoire national. Les coupures électriques, autrefois quotidiennes, se raréfient sans score, moins de 10 heures de rupture mensuelle contre 40 avant 2025. Les industriels révisent leurs prévisions de production à la hausse de 25%, tandis que les revenus fiscaux liés à l'énergie augmentent de 12%. Le Trésor public enregistre les premiers excédents de recettes énergétiques depuis l'indépendance. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres confirment que l'investissement n'était pas une fuite en avant, mais une stratégie de solidité nationale. Les entreprises du secteur secondaire profitent de la stabilité électrique pour moderniser leur chaîne de production. À Bobo-Dioulasso, une usine de textile locale produit désormais en continu, réduisant les importations de coton traité de 40%. Les zones industrielles de Koudougou et Banfora attirent de nouveaux investissements privés en équipements solaires, briques éco-énergétiques et panneaux de stockage. Les micro-entreprises artisanales bénéficient de tarifs électriques plafonnés et de crédits techniques subventionnés par le Fonds Énergie. Les analystes régionaux parlent d'un effet rétro-industriel. La production locale récupère une valeur que le pays exportait autrefois sous forme brute. Dans les villages autour du réservoir, la transformation est tangible. Les écoles fonctionnent désormais jusqu'à la tombée de la nuit et les centres de santé conservent leurs vaccins à température constante. Plus de 2,5 millions de personnes accèdent à une électricité fiable, dont 500 000 pour la première fois. Les jeunes techniciens formés pendant le chantier deviennent formateurs à leur tour, créant une chaîne d'apprentissage autonome. Les femmes participent aux coopératives de maintenance et gèrent des micro-réseaux ruraux alimentés par l'énergie du barrage, une évolution rare dans la région du Sahel. Pour les habitants, le projet n'est plus une promesse lointaine, c'est un changement de rythme quotidien, visible, approprié. L'excédent électrique généré en 2026 permet au Burkina Faso de revendre jusqu'à 60 MW par mois au Ghana. Ce flux inverse la dynamique historique. Le fournisseur devient client et l'équilibre politique s'en trouve modifié. Les rapports d'experts de l'Union africaine soulignent que le projet reconfigure le réseau énergétique ouest-africain, ouvrant la voie à une intégration plus solidaire. Moscou, partenaire technique, y voit un exemple exportable de coopération gagnant-gagnant. Washington et Berlin évoquent désormais le modèle Volta comme scénario de transition pour les pays semi-arides. Ibrahim Traoré utilise ces résultats pour plaider en faveur d'une autonomie partagée africaine. Produire localement, négocier régionalement,
influencée globalement. Les conséquences du barrage dépassent le chiffre des mégawatts. Elles se lisent dans les factures, les classes, les frontières. Le Burkina Faso a changé de catégorie symbolique, d'importateur dépendant. Il devient acteur constructeur d'équilibre. Reste un défi unique, maintenir l'élan sans épuiser le fleuve ni la foi des citoyens. La durabilité sera le vrai test du pouvoir de lumière. L'exploitation entre dans une routine stable, sans geste spectaculaire ni recul majeur. Les turbines atteignent environ 90% de la capacité prévue, voie maintenance trimestrielle rigoureuse. Les revenus d'exportation couvrent l'exploitation et amorcent le remboursement d'une part de la dette. Les équipes locales gagnent en autonomie. Le transfert d'expertise russe suit un calendrier transparent. Les communes riveraines déploient micro-réseaux, forages motorisés et pompes pour l'irrigation maraîchère. L'économie se règle sur un tempo plus prévisible. Stocks, commandes, investissements s'alignent. Dans ce scénario, le gouvernement d'Ibrahim Traoré privilégie la continuité, les livrables et la sobriété budgétaire. Le rendement dépasse de 10% les projections grâce à l'intégration solaire optimisée. Le Sud devient un couloir agro-industriel. Des contrats transfrontaliers stabilisent les échanges. Les universités ouvrent des cursus spécialisés et des incubateurs financent des solutions de stockage. Les coopératives féminines gèrent la distribution locale. La facture moyenne baisse légèrement. Le pays devient exportateur net vers le Ghana et le Togo. L'influence symbolique grandit. Les investisseurs privés arrivent avec des capitaux patients orientés vers la durabilité. Ibrahim Traoré capitalise diplomatiquement, plaidant pour une autonomie partagée à l'échelle régionale. Un déficit hydrique lié à une saison sèche exceptionnelle réduit la hauteur d'eau utile. La production recule, les coûts d'entretien augmentent, la renégociation de la dette s'impose. Des ONG signalent une pression accrue sur certains habitats. La séquence médiatique s'enflamme. Des retards administratifs pèsent sur les raccordements ruraux. La perception publique se dégrade. Les partenaires exigent d'entendre davantage d'audits. La coordination transfrontalière devient plus laborieuse. Le risque principal n'est pas technique, mais social, l'usure de la confiance. Dans ce cas, Ibrahim Traoré recentre la communication sur la transparence des courbes et bilans. Quel que soit le chemin, 3 leviers décideront des 12 prochains mois: la discipline de maintenance, la qualité des données et la diplomatie de l'eau. Si la maintenance respecte le planning, l'usure restera contenue et prévisible. Si les données sont ouvertes, la critique deviendra amélioration, non polémique stérile. Si la diplomatie fluidifie les débits, l'équilibre régional supportera les aléas saisonniers. Alors, le barrage dépassera l'infrastructure. Il deviendra méthode, langage et confiance partagée. Dans l'hypothèse médiane, le pays gagnera surtout du temps utile, celui où s'installent les routines, les repères communs et la capacité d'apprendre vite, réparer mieux, puis transmettre sans bruit une compétence devenue collective. Durable. La transformation la plus visible du Burkina Faso ne se lit pas seulement sur les cartes d'énergie, elle s'entend dans le quotidien. À Banfora, les soirs autrefois plongés dans l'obscurité vibrent désormais du bruit régulier des ventilateurs et des radios communautaires. Les enfants révisent leurs leçons à la lumière des lampes solaires. Les marchés prolongent leurs horaires. Chaque ampoule allumée raconte la conquête silencieuse d'un droit essentiel, celui de la continuité. Dans les villages autour du Black Volta, la fierté précède les statistiques. Des jeunes techniciens formés sur le chantier expliquent comment mesurer la tension, réparer une pompe, remplacer un fusible. Ils deviennent les médiateurs d'une modernité pragmatique, capables de traduire les manuels techniques en langue locale. Pour eux, la révolution de l'électricité n'est pas un slogan, c'est une compétence transmissible. Les femmes, longtemps exclues de la gestion énergétique, dirigent désormais des micro-réseaux communautaires. Elles collectent les paiements, surveillent la consommation, planifient la maintenance. Leur autonomie économique s'affirme. Les ateliers de couture, les moulins à grains et les petits commerces s'étendent. Cette énergie nouvelle libère un temps rare, celui qui transforme la survie en organisation. Ibrahim Traoré multiplie les visites de terrain, sans protocole excessif. Il écoute, questionne, note. Son équipe diffuse les chiffres, mais aussi des témoignages. Avant, on attendait le soleil. Maintenant, la nuit travaille avec nous. Les médias locaux relaient ces voix simples,
tissant un lien affectif entre politique publique et vie quotidienne. Le barrage, vu de près, n'est pas un monument, c'est une multitude de gestes synchronisés. Et dans cette cohérence fragile, la lumière devient un langage partagé. La transition énergétique entre dans sa phase d'exécution durable. Après la construction et la stabilisation initiale, vient la gestion méthodique et mesurable. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré fixe 5 axes clairs pour transformer un chantier en politique publique reproductible. Un comité interministériel publie trimestriellement l'état des ouvrages et les incidents. Les universités co-développent les protocoles d'inspection. Cela se mesure par taux d'indisponibilité et délai moyen de réparation. 5 centres régionaux certifient 2000 techniciens par an en hydraulique, électricité et environnement. Les anciens stagiaires deviennent formateurs. Cela se mesure par ratio d'équipes locales sur opérations critiques. Les communes riveraines reçoivent 3% des recettes énergétiques pour routes, forages, écoles. Les projets sont priorisés en conseil communal élargi. Cela se mesure par part des villages connectés et continuité de service. Des protocoles souples d'échange voient le Ghana et le Togo fluidifient les débits et répartissent les pointes. Une cellule hydrologique conjointe suit les crues. Cela se mesure par volume net échangé et incidents transfrontaliers évités. Des pilotes de pompage solaire, stockage longue durée et irrigation intelligente complètent la feuille de route. Les données sont ouvertes au public. Cela se mesure par coût unitaire moyen, va émissions évitées. 12 mois de consolidation, découpés en 4 trimestres d'objectifs vérifiables. Maintenance préventive, montée en compétences, raccordement, accords régionaux. Le succès se lie dans des routines stables, pas dans des slogans. La lumière doit durer et rassurer. Transparence va reddition de comptes seront non négociables. Tableau de bord public, audit indépendant et consultation citoyenne semestrielle autour du réservoir. Chaque dépense stratégique sera tracée, chaque écart expliqué, chaque correction documentée. Les partenaires respecteront la propriété nationale et les clauses de réversibilité. La méthode primera sur l'éloquence. Le pays apprendra vite, réparera mieux et transmettra durablement, sans relâche. Au crépuscule, le fleuve Black Volta s'étend comme une cicatrice apaisée. L'eau qui reflète le ciel du Sahel n'est plus seulement un miroir. Elle raconte une réconciliation entre nature et volonté humaine. Dans le grondement lointain des turbines, le pays respire à nouveau, conscient d'avoir franchi une étape que nul ne croyait possible. Les habitants, de Banfora à Ouagadougou, désignent le barrage d'un geste simple, sans emphase. Il n'est pas monument ni prouesse, mais signe, celui d'un peuple qui s'est donné le droit de bâtir. Ibrahim Traoré s'y rend discrètement, parfois seul, observant les digues, écoutant les ingénieurs, saluant les ouvriers. Sous son casque, on lit moins la fierté que la vigilance, la conscience qu'un symbole n'a de valeur que s'il continue d'éclairer. Autour du réservoir, les lumières s'allument, les marchés rouvrent, la nuit se peuple de voix. Le fleuve, jadis frontière, devient passage, entre l'effort et la mémoire, entre promesse et héritage. L'histoire du barrage du Black Volta n'est pas celle d'un miracle, c'est celle d'une maîtrise patiente. Et dans ce silence d'eau et d'acier, le Burkina Faso apprend la persévérance. La lumière n'est plus un rêve, c'est une preuve. Le barrage du Black Volta n'est plus seulement un chantier, c'est un récit commun. Chaque turbine raconte la patience, chaque lumière allumée prolonge un espoir collectif. Dans les villages, les enfants grandissent avec l'idée que l'électricité est un droit, non un privilège. Cette conscience nouvelle forge un lien invisible entre la technique et la dignité. Pour Ibrahim Traoré, le défi dépasse les chiffres. Il s'agit désormais de maintenir le sens, transformer la prouesse en méthode, la méthode en culture, la culture en héritage. Le projet du barrage est devenu une métaphore de souveraineté partagée, où l'effort individuel éclaire le bien commun. Et peut-être est-ce là la plus grande victoire, faire de l'énergie un langage de solidarité. À ceux qui observent cette transformation, il reste une responsabilité. Continuer à regarder, à comprendre, à transmettre. Chaque regard posé sur le Burkina Faso est un fragment de mémoire. Le fleuve poursuivra sa course et la lumière son devoir. Alors, face à cette audace tranquille, une question demeure. Combien d'autres nations oseront allumer leur propre horizon ?